Bienvenue dans Proteinology, le podcast qui traite des différents aspects autour des protéines, les aspects nutritionnels, technologiques et scientifiques. Je reçois des chercheurs qui sont experts de leur domaine. Nous décortiquons leurs travaux, discutons de leurs trouvailles et questionnons les aspects qui sont connus ou moins connus. Je mets également un point d'honneur à vulgariser la science pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Bienvenue dans mon podcast, je suis Salia Belaïd. Aujourd'hui, j'accueille Claire Berton-Carabin, directrice de recherche à l'INRA, spécialiste des émulsions alimentaires et de protéines végétales. Bonjour Claire et bienvenue au podcast. Bonjour Salia et merci de me recevoir sur ton podcast. Eh bien Claire, j'aimerais bien rentrer directement dans le vif du sujet. Je sais que tu es biochimiste de formation et tu as choisi de partir vers les émulsions alimentaires. Pourquoi ce choix ? C'est vrai que c'est une bonne question de repartir un peu sur les bases et ce qui nous a motivés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Dans mon cas, je pense que ce qui a déclenché cet intérêt pour ce genre de système, ça a été le fait que d'une part, j'avais eu des cours vraiment fascinants quand j'étais en 2e et 3e année ingénieur sur les milieux dispersés, la physico-chimie des milieux dispersés. Et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était vraiment intriguant et fascinant tout à la fois et que on pouvait mettre en application des concepts assez fondamentaux vers des applications qui étaient très générales. Et puis ensuite, dans la continuité de ça, j'avais eu l'opportunité de faire mon stage de fin d'études sur des émulsions à base de différents types de lipides. Et donc, ça avait renforcé cet intérêt pour ce type de travail et ce type de recherche. Est-ce que vous auriez un exemple d'émulsion et pourquoi c'est des systèmes complexes en fait ? Alors, des exemples, il y en a des tas dans la vie de tous les jours, puisqu'il y a des émulsions. Si on repart un petit peu de la base, ce sont donc des systèmes qui sont constitués de deux liquides qui ne peuvent pas se mélanger, par exemple l'huile et l'eau, qui donc on trouve l'un des liquides dispersé sous forme de gouttelettes dans l'autre liquide. Donc par exemple, on va avoir des gouttelettes d'huile qui sont dispersées dans un milieu aqueux, et c'est des systèmes qu'on trouve vraiment dans la vie de tous les jours, sans le savoir bien entendu, puisque le lait c'est une émulsion. Dans de nombreux produits alimentaires sont aussi des émulsions, comme les formules infantiles de nombreux produits laitiers, leurs analogues végétaux qu'on trouve beaucoup aussi aujourd'hui, les mayonnaises, les condiments. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et puis après, on en trouve aussi en dehors de l'alimentaire, par exemple, sur tout ce qui va être crème cosmétique, qui sont aussi des émulsions, les peintures, les bitumes, tout ça encore, ce sont des exemples d'émulsions. Effectivement, c'est un domaine très vaste et vous devez avoir beaucoup de sujets à traiter là-dedans. Oui, alors c'est vrai que dans mon cas, nous, au niveau de l'INRAE, on s'intéresse vraiment aux applications alimentaires principalement, et donc on formule des émulsions ou des modèles d'émulsions avec plutôt des ingrédients alimentaires. Je dis plutôt parce que ça nous arrive parfois de partir aussi vraiment sur des études sur des systèmes très, très modèles qui là, en fait, ont plus comme but de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes. Mais oui, d'une façon générale, on travaille sur des lipides alimentaires, donc c'est souvent des huiles végétales, et puis on a aussi besoin d'autres molécules pour justement stabiliser ce genre de système. On va peut-être en reparler, mais c'est vrai que l'huile et l'eau ne se mélangeant pas, on a besoin aussi de stratégies pour stabiliser ces émulsions. Oui, effectivement, nous allons en reparler. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Donc moi, j'ai une formation initiale, comme vous l'avez dit, avec des études en génie biologique, donc biologie, biochimie. Et ensuite, j'ai un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire. Et donc, ce que j'ai fait au cours de ma 3e année, c'est une spécialisation dans le domaine des lipides et de leurs applications industrielles. Et donc, j'avais choisi cette spécialisation, justement parce que ça mettait en pratique, ou en tout cas en application, pas mal de concepts qu'on avait vus pendant le tronc commun, et aussi tout ce qui touchait justement la physico-chimie des systèmes dispersés, ce fameux cours que j'avais trouvé particulièrement intéressant, et aussi parce que il y avait des débouchés vraiment très, très variables et qui pouvaient être très appliqués sur de la production, mais aussi avec un aspect recherche qui m'intéressait déjà beaucoup à ce moment-là. Et donc, j'avais fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche
où j'avais traité pendant 6 mois d'un sujet justement sur, la stabilité oxydative, des émulsions. Je pourrais peut-être réexpliquer ce terme aussi un petit peu plus tard parce que je sais qu'on y reviendra et donc suite à ça, c'est vrai que je pense que ce stage avait vraiment confirmé mon intérêt pour, la démarche de recherche au sens large et j'ai donc poursuivi par une thèse que j'ai réalisée à l'INRA à l'époque de Nantes, donc ici même. Où j'avais continué à travailler sur les émulsions et là, l'idée de mon projet de thèse, c'était vraiment de comprendre, le lien entre la structure de ces émulsions et spécifiquement ce qui se passe à l'interface entre les gouttelettes d'huile et la phase aqueuse qui les entoure sur, la stabilité des lipides présents dans ces gouttelettes d'huile. Leur stabilité notamment à l'oxydation. Donc ça, c'était ma thèse, donc j'ai travaillé sur ce projet pendant 3 ans et je pense que ça a été extrêmement formateur. On dit souvent qu'une thèse, c'est une formation à la recherche par la recherche et je peux, vraiment témoigner que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, enfin ce que j'ai pu, avoir comme expérience effectivement de ma thèse et suite à ça, bah, c'est vrai que ce que je souhaitais vraiment à ce moment-là, c'était avoir une expérience à l'étranger et donc j'ai fait un postdoc aux États-Unis dans un laboratoire universitaire à l'université de Pennsylvanie pendant 1 an et demi, où là, j'ai continué de travailler sur des émulsions, mais là, en mettant en place des techniques, vraiment, spécifiques de spectroscopie pour arriver à localiser et à comprendre la réactivité de très petites molécules dans ces émulsions. Puisque effectivement, ce sont souvent des systèmes on a parlé de l'huile et de l'eau, mais aussi du fait qu'il y a beaucoup d'autres molécules qui peuvent être présentes dans ces systèmes et selon la localisation qu'ils vont avoir entre les différents environnements possibles, eh bien, ça va complètement contrôler leur réactivité, leurs propriétés au sens large. Et pour ça, on a besoin de techniques spécifiques parce que là, on touche vraiment à des échelles, de taille très, très petites et c'est donc ce que j'ai fait pendant ce projet. Et ensuite, direction, donc retour vers l'Europe, j'ai entamé un deuxième projet postdoctoral, dans un centre de recherche privé aux Pays-Bas et mais je n'y suis restée quelques mois parce qu'après, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste d'enseignant-chercheur à l'université de Wageningen, qui est une, grosse université dans le domaine des sciences, du vivant et des aliments aux Pays-Bas. Et j'ai donc ensuite occupé ce poste pendant plusieurs années, avant un retour en France opéré, en 2019 qui m'a conduit ensuite à, préparer le concours de directrice de recherche à l'INRAE, et donc à prendre mes fonctions ici depuis 2020. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur ces molécules qui pourraient justement stabiliser ces systèmes? Et c'est quoi stabiliser ces systèmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est plein de bonnes questions et je vais essayer d'y apporter, des réponses. Alors, la stabilisation, c'est effectivement un terme, je pense, essentiel là qui va être un petit peu le fil conducteur si on parle des émulsions. Alors déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on parle de stabilisation d'une émulsion, ça peut recouvrir déjà plusieurs types de stabilisation. Le premier type, c'est le fait, d'empêcher que l'huile et l'eau se séparent, hein. Si vous prenez de l'huile, de l'eau dans un tube que vous secouez très fort, alors oui, peut-être l'huile va se disperser un petit peu dans l'eau ou vice versa d'ailleurs, selon les proportions, mais après quelques instants, eh bien, voilà, l'incompatibilité entre les 2 types de molécules fait qu'elles se séparent, que l'huile remonte et donc, là, on a ce qu'on appelle une déstabilisation physique du système. Pour empêcher cela, ce que vous faites quand vous préparez une vinaigrette ou une mayonnaise à la maison et ce qu'on fait aussi dans l'industrie, c'est qu'on utilise des molécules qui ont des propriétés émulsifiantes. Ça veut dire qu'elles ont à la fois de l'affinité pour l'huile et pour l'eau et donc quand on mélange, de l'huile et de l'eau et en présence d'un émulsifiant, cet émulsifiant va pouvoir se positionner à la surface des gouttelettes, si on parle de gouttelettes d'huile, donc à la surface des gouttelettes d'huile et améliorer donc la stabilité du système, empêcher cette séparation de phase entre l'huile et l'eau très rapide qu'on observerait, si l'émulsifiant n'était pas là. Et donc, émulsifiant, c'est un terme très général qui, regroupe donc, toutes les molécules qui vont avoir ces propriétés de se positionner entre l'huile et l'eau. On en a différentes catégories et notamment, dans l'alimentaire et on a, un grand nombre de protéines qui font très bien ce travail. On a aussi d'autres molécules, par exemple des phospholipides qu'on trouve dans les, additifs qui sont appelés généralement des lécithines, qui sont aussi des émulsifiants. Donc on en a différentes familles, notamment en alimentaire, différentes familles qui peuvent être issues du vivant, comme les protéines, comme les phospholipides par exemple. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une protéine, du coup, puisse jouer ce rôle d'émulsifiant?
pour jouer le rôle d'émulsifiant, il faut donc que la molécule ait des parties dans sa structure qui aient plutôt de l'affinité pour l'huile et d'autres qui aient plutôt de l'affinité pour l'eau. On dit donc que ces parties-là sont respectivement hydrophobes et hydrophiles. Et c'est le cas effectivement des protéines parce que comme elles sont constituées de différents acides aminés, certains sont plutôt hydrophobes, d'autres plutôt hydrophiles. Et donc selon la façon dont ils sont agencés sur la chaîne de la protéine, certains segments, on va dire, de la chaîne de la protéine vont être plutôt hydrophobes et donc vont plutôt avoir tendance à venir, quand ils le peuvent, en contact avec l'huile. Et inversement, les segments plutôt hydrophiles resteront en contact avec l'eau. Et ce faisant, ils vont pouvoir la molécule va se positionner à l'interface en faisant en sorte de maximiser les contacts respectifs avec les deux environnements. D'accord, très bien. Donc, Donc, c'est comme si, en fait, les protéines étaient facilitatrices de ce mélange entre l'huile et l'eau. oui, tout à fait. C'est un bon résumé. Et donc ça, c'était pour la stabilisation physique, effectivement. Oui. Et j'ai vu aussi que ces dernières années, vous aviez fait, en fait, plusieurs recherches sur les protéines végétales. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Oui, bien sur sûr. ce virage? Alors c'est vrai que comme vous le disiez au début, la thématique des émulsions, ça a été vraiment le fil conducteur dans ma carrière jusqu'à présent. Et dans les premières années depuis ma thèse jusqu'à mes premières années aux Pays-Bas, j'ai peu travaillé avec des protéines végétales. J'ai travaillé avec des émulsifiants un petit peu plus classiques, hein, comme des protéines laitières, par exemple, ou alors des tensioactifs qu'on pourrait appeler modèles, donc qui sont voilà, des petites molécules un peu comme les fameux phospholipides dont on parlait, mais qui ne sont pas forcément très utilisés dans l'alimentaire, mais qui ont pour avantage qu'on connaît bien leurs propriétés et qu'on peut s'en servir pour comprendre les mécanismes se produisant dans ces systèmes. Et donc pourquoi ce virage effectivement, ou en tout cas cet attrait pour les protéines végétales? Je pense que c'est venu de plusieurs choses. Bon, déjà d'une part, je pense que donc là on parle des années, entre vers 2013-2015 on va dire. Donc des années où effectivement on commençait à parler de plus en plus de la végétalisation de l'alimentation, de la durabilité des systèmes alimentaires, de l'intérêt que pouvaient avoir, les protéines végétales ou les ingrédients protéiques d'origine végétale dans cette transition. Et puis, donc c'est vrai que même au niveau des publications scientifiques, on commençait à voir qu'il y avait quand même un intérêt de plus en plus marqué pour le sujet. Et à l'université de Wageningen, j'étais aussi, notamment dans une équipe, entourée par des gens qui s'intéressaient non seulement aux protéines végétales, mais même déjà à comment obtenir des ingrédients protéiques d'origine végétale de façon la plus durable possible. Par exemple, en utilisant des fractionnements qui n'utilisent pas d'eau et donc pas de séchage, etc. Donc je pense qu'il y a eu tout. J'ai été baignée aussi dans un environnement académique où cet aspect de durabilité des systèmes alimentaires était déjà en filigrane de tout ce que l'on faisait. Et donc, c'est vrai que voilà, les projets de recherche fonctionnent beaucoup via des appels à projets. Et il y avait eu un appel à projet pour justement travailler sur les propriétés physico-chimiques de systèmes alimentaires modèles en vue d'aller d'aller vers des solutions pour des systèmes plus durables. Donc clairement, le terme protéines végétales était un petit peu au cœur de cet appel à projet. Et donc, ça m'avait donné une occasion de proposer un projet dans ce cadre-là. Et c'est là où effectivement j'ai commencé à me pencher plus sérieusement sur le sujet. Et ce qui est intéressant aussi, et peut-être qu'on pourra y revenir après, mais c'est que là, bon voilà, 10 ans après, plus ou moins, je me rends compte qu'en fin de compte, beaucoup des choses que j'ai faites à l'époque, via le prisme vraiment très protéine de l'ingrédient, et ben je les ferai et je les fais d'ailleurs très différemment aujourd'hui, ce qui montre aussi que voilà, dans le métier de chercheur, on est constamment amené à repenser les choses, à revoir ses positions par rapport à ce qu'on apprend, et c'est très intéressant d'ailleurs aussi. Mmh. Très bien. Du coup, effectivement, comme vous le dites, vous aviez traité ça vraiment, sous l'angle plutôt de la protéine, et aujourd'hui, ça serait peut-être plus sous l'angle de l'ingrédient entier avec tout ce qui vient avec, sachant que les protéines végétales, c'est des parties de plantes, elles sont extraites de plantes, donc elles ne sont pas pures, elles viennent avec plein d'autres choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Bah, oui, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est effectivement, je pense, un aspect qui est au cœur de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans notre laboratoire. Et c'est vrai que alors ce que vous dites est très intéressant parce que
Je pense que à l'époque où beaucoup de gens ont essayé de comprendre les propriétés technofonctionnelles ou fonctionnelles des protéines végétales, la plupart de ces gens-là, c'était des gens qui, je pense un peu comme moi, qui avaient déjà travaillé sur d'autres types de protéines, par exemple des protéines laitières, et qui ont finalement, approché le problème plus avec une approche de substitution, en se disant: «Ma foi, on a des protéines qui fonctionnent bien, mais elles sont issues de l'animal. On va essayer de les remplacer en faisant la même chose, en appliquant les mêmes stratégies, que ce soit de formulation ou de compréhension des mécanismes impliqués, en substituant une protéine par une autre». Et c'est vrai que tout ce qui a trait par exemple, à la solubilité de ces protéines qui est complètement différente vous l'avez dit, hein, de par le fait qu'elles proviennent d'un matériel biologique, complètement différent. Et puis, la pureté aussi de l'ingrédient et la présence de composés autres que des protéines dans ces ingrédients, fait qu'en fin de compte, on a peut-être abordé le problème, pas par ce qui était le plus, ça paraissait peut-être le plus logique, mais en fin de compte, je pense que c'était pas le plus pertinent forcément. Et donc pour effectivement répondre à cette question, en termes de composition des ingrédients, par exemple, on sait et on l'a mesuré que, alors quand on produit un ingrédient protéique d'origine végétale, ça dépend bien sûr de quelle source on part. Mais si on part de légumineuses, par exemple, donc par exemple le pois jaune ou la févrole, là on part de graines qui sont ensuite dépelliculées, broyées pour faire une farine, et à partir de la farine, on essaie de faire un ingrédient qui est enrichi en protéines. Donc ça veut dire éliminer ce qui n'est pas protéique dans la farine. Donc par exemple dans le cas du pois ou de la févrole, il va s'agir d'amidon, donc on va essayer de séparer de la fraction protéine. Et dans le cas d'autres graines, il peut s'agir de lipides, de fibres. Donc voilà, où là on essaie vraiment de concentrer les protéines en éliminant le reste. Mais ce qui se passe, c'est que c'est loin d'être toujours le cas. Alors, généralement, on arrive à en éliminer une partie. Il y a différents types de fractionnement qui peuvent être utilisés, hein. Certains qui utilisent une mise en suspension dans un milieu avec de l'eau, d'autres non, qui peuvent fractionner directement en voie sèche la farine. Mais toujours est-il que, certes, on obtient d'une part un ingrédient qui est enrichi en protéines, mais il contient encore de nombreuses autres molécules. Et ce qu'on a vu, nous, dans notre laboratoire, et je pense qu'on a été les premiers à le voir, et je pense que ça peut vraiment avoir un intérêt, c'est que on a certains lipides qui sont présents en très petite quantité dans les graines de départ, et c'est pour ça d'ailleurs que, je pense, les chercheurs ne s'y sont pas beaucoup intéressés au départ, et qui se concentrent en même temps que les protéines dans les ingrédients protéiques issus, par exemple, de pois jaunes ou de févrole. Et donc, c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser à cet aspect dans notre laboratoire, on s'est dit, mais c'est incroyable. En fait, on a des procédés qui concentrent encore, presque, toute proportion étant égale, qui concentrent encore plus les lipides que les protéines. Et comme ces lipides, certains sont en fait des phospholipides, on en revient un petit peu aux lécithines que je mentionnais un peu plus tôt, c'est des lipides qui ont des propriétés eux-mêmes émulsifiantes parce qu'ils ont une partie de la molécule qui est hydrophobe, une partie de la molécule qui est hydrophile. Et donc, finalement, à un moment, j'en suis même venue à me dire, mais quand on regarde les propriétés de forme émulsifiantes, hein, les propriétés à former des émulsions de ces ingrédients, est-ce qu'on regarde vraiment ce que font les protéines, ou est-ce qu'on regarde ce que font tout l'ensemble des molécules dans cet ingrédient, alors incluant certes des protéines, mais aussi des tas d'autres molécules, dont certaines peuvent aussi avoir un rôle émulsifiant. Et ça, c'est vrai que ça a un peu... ça a été quelque chose d'assez marquant dans mon parcours de recherche jusqu'ici, parce que ça m'a quand même amené à faire un pas de côté, un sérieux pas de côté, et à reconsidérer la façon dont on faisait les choses. Et puis, je me suis dit, là, il y a vraiment aussi un message à apporter à la communauté, ça peut être vraiment important. J'ai vu que justement, dans les travaux que vous évoquez, lorsque vous avez travaillé du coup sur les systèmes où il y a des protéines végétales avec des phospholipides, est-ce que vous vous êtes intéressé aux interactions qu'il y a entre ces protéines et les phospholipides, aux interfaces, ou simplement dans le système complexe? Oui, donc effectivement, on a commencé par une étape importante dans le travail, ça a été d'identifier et de caractériser finement le fait qu'on avait ces fameux lipides et phospholipides qui s'accumulaient dans les ingrédients protéiques comme les isolats de pois ou de févrole. Et donc une fois qu'on a établi ça, on s'est demandé, une fois qu'on met en œuvre ces ingrédients dans des émulsions alimentaires,
qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'effectivement, ils vont cohabiter à l'interface entre l'huile et l'eau avec les protéines? Est-ce que ça va être plutôt un avantage ou pas? Et donc ça, on l'a étudié de différentes façons. Alors, on a effectivement fabriqué des émulsions avec de l'huile, une phase aqueuse et puis les ingrédients protéiques. Et ensuite, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est essayer ensuite de récupérer des gouttelettes de lipides et puis d'aller les observer. Alors bon, là, on a différentes, soit des techniques de microscopie, soit on peut récupérer la phase qui contient les gouttelettes et puis les analyser via différentes analyses biochimiques pour essayer d'identifier vraiment ce qu'il y avait à cette interface. Alors déjà, ce qui était intéressant, c'était que dans les ingrédients qui contenaient le plus de phospholipides, c'était le cas des isolats commerciaux de protéines de pois. Là, on a clairement vu qu'on avait un signal de phospholipides. On pouvait en détecter de façon assez substantielle à la surface des gouttelettes. Donc oui, à notre question, est-ce qu'ils y vont et est-ce qu'ils cohabitent avec les protéines? La réponse est clairement oui. Et ensuite, on a voulu aussi comprendre en termes de propriétés mécaniques ce qui se passait au niveau de l'interface. Ce qui, peut-être que je vais faire un tout petit retour en arrière, mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait différents émulsifiants, donc différentes molécules qui peuvent aller à la surface de gouttelettes d'émulsion. Et ça va être important pour leur stabilité physique. Mais de fait, le type d'émulsifiant, la façon dont ils s'agencent à l'interface et puis aussi leurs propriétés physico-chimiques vont être vraiment importantes pour appréhender en fait le fait que les gouttelettes vont rester stables ou pas. Parce qu'on peut aussi avoir des phénomènes où finalement l'émulsion, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, les gouttelettes ne seront pas suffisamment stabilisées et donc l'huile va finir par se séparer de l'eau. Et donc pour en revenir à nos phospholipides, alors on a vu que dans les quantités qui étaient présentes dans les ingrédients protéiques, ce n'était pas du tout un inconvénient. En tout cas, ça ne posait pas de problème en termes de stabilisation physique de l'émulsion, donc ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Pour un petit peu forcer le trait et vraiment mieux comprendre leur rôle potentiel, on avait ajouté des phospholipides supplémentaires en quelque sorte à nos formulations. Et là, on a clairement vu que ça avait un effet déstabilisant sur les gouttelettes d'émulsion. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de savoir qu'ils sont là et dans des systèmes où potentiellement on en aurait plus, voire beaucoup plus, il faudrait certainement faire attention à la stratégie de formulation. Et du coup, lorsque vous avez rajouté des phospholipides et que vous avez déstabilisé l'émulsion, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce que ça veut probablement dire, c'est que cette espèce de petit... donc l'interface, on peut l'avoir comme un espèce de petit film plus ou moins mobile. Quand il y a beaucoup de protéines, c'est même un réseau. En fait, les protéines, elles interagissent entre elles, entre les protéines de l'interface et elles forment un réseau qui peut résister à la déformation mécanique. Et ça veut dire que quand deux gouttelettes s'approchent l'une de l'autre, si le film interfaciel est suffisamment protecteur contre la déstabilisation physique, il va empêcher que ces deux gouttelettes fusionnent, on appelle ça de la coalescence, et forment une plus grosse gouttelette parce qu'on imagine bien que si ce phénomène se répète X fois, c'est ce qui va en fait être à l'origine d'une déstabilisation complète du système. Et donc là, tout simplement, les phospholipides font que, alors, soit le réseau protéique ou soit la répulsion entre les gouttelettes ne sont plus assez forts, et donc les gouttelettes se déstabilisent plus facilement. Très bien, d'accord. Du coup, est-ce qu'il y aurait une recommandation pour la purification des ingrédients? Je veux dire, est-ce que on devrait privilégier justement un enrichissement en phospholipides, en lipides en général, de nos concentrats ou isolats, ou est-ce le contraire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas vraiment? Alors, je pense qu'on ne sait pas vraiment d'une façon générique, ça c'est sûr. Après, conceptuellement, on sait aussi que dans les applications alimentaires, il y a des produits qui naturellement contiennent des mélanges de protéines et de phospholipides. Si vous faites une mayonnaise avec du jaune d'œuf, ça contient des phospholipides, ça contient des protéines. Donc là, c'est déjà naturellement, je dirais, un mélange de phospholipides et de protéines à l'interface. Dans certaines, voire la plupart des formulations, des formules infantiles, on a aussi des mélanges de protéines et de phospholipides qui sont présents à la surface des gouttelettes. Donc là encore, on pourrait presque se dire que finalement, d'avoir déjà les phospholipides présents dans l'ingrédient protéique, ça peut être un avantage. Donc, par exemple, sur des substituts de produits laitiers ou de mayonnaise, par exemple, d'origine végétale. Maintenant, je pense que c'est effectivement plus le fait d'être conscient de ce que contient réellement l'ingrédient, parce que pour l'instant, j'ai l'impression quand même que ce soit au niveau académique, ça commence à évoluer un petit peu, et au niveau industriel, là, je suis pas sûre, mais j'ai quand même l'impression que souvent, les ingrédients sont un peu une boîte noire, et que, par exemple, la présence de ces lipides endogènes, de ces phospholipides dans les ingrédients protéiques, ma foi, il y avait eu assez peu de
de gens qui s'y étaient intéressés avant nous, en tout cas. Et on parle beaucoup de l'interface. C'est quoi réellement l'interface d'un point de vue physique? Vous l'avez décrite un peu comme une membrane mobile, mais du coup, c'est quoi? Ça se présente comment? C'est quoi ses propriétés physiques? Alors, l'interface, donc c'est la zone de contact entre l'huile et l'eau. Donc on est que sur de l'eau pure et de l'huile pure, ça va être une zone de contact de dimension infinitésimale, puisqu'en fin de compte, ça va correspondre à une zone où finalement les molécules d'eau qui sont en contact directement avec les molécules d'huile et vice-versa ne sont pas dans un environnement qui leur est favorable, parce qu'elles sont en contact avec des molécules avec lesquelles elles ne peuvent pas établir d'interaction favorable. Ça veut dire que dès lors qu'on a dans le système des molécules qui, elles, vont plutôt avoir une partie de leur structure qui a de l'affinité pour l'eau, une partie qui a de l'affinité pour l'huile, ces molécules vont avoir tendance à se positionner à cette interface. Ça va être diminuer l'énergie nécessaire aux deux phases à établir un contact. Donc c'est pour ça que ça va aider vraiment à la stabilisation physique du système. Et donc, quand on est dans le cas d'une protéine, alors on a des protéines très très différentes. On en a certaines dont la structure va être plutôt flexible, donc leur changement de conformation afin de maximiser les interactions favorables avec l'huile et avec l'eau va être plutôt relativement facile. Et à l'inverse, on a des protéines qui sont plutôt globulaires, comme une sorte de petite pelote de laine, où là, pour la déplier, oui, on peut la déplier un petit peu, mais pas forcément, on ne peut pas forcément la débobiner en entier, parce qu'il y a aussi des interactions intramoléculaires qui maintiennent sa structure. Et donc ensuite, quand on a des molécules plus petites, comme on parlait des phospholipides tout à l'heure, qu'on appelle des molécules tensioactives d'une façon générale, là, on peut les imaginer comme une des toutes petites molécules. Là, on est vraiment sur 2-3 nanomètres, donc là, on est sur des échelles extrêmement petites, qui vont avoir une petite tête polaire plutôt en contact avec l'eau, et puis une ou deux chaînes hydrophobes qui vont être en contact avec l'huile. Et donc, on a tout ce petit monde, on va dire, qui peut se positionner à l'interface, parfois avec des compétitions d'ailleurs pour s'y absorber, parce que une fois que l'interface est complètement couverte par des molécules qui ont de l'affinité pour l'huile et l'eau, s'il y a des molécules supplémentaires qui aimeraient bien y aller aussi, elles n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Donc, c'est aussi un système très dynamique qui peut changer en continu, qui peut évoluer au cours du temps. Ça, c'est des choses qu'on a caractérisées aussi. Et puis, avec aussi des tailles très différentes, parce que c'est vrai que parfois, on peut même avoir des particules solides beaucoup plus grosses qui vont pouvoir aller aussi s'absorber à cette interface et la stabiliser. C'est tout un art de le stabiliser. Oui. Et dans certaines de vos recherches, j'ai vu aussi que vous aviez travaillé sur des mélanges de protéines laitières et de protéines végétales, montrant un effet synergique. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pourquoi il y a cette synergie? Oui, alors ça, c'est vraiment c'est une question intéressante. Alors, je pense que la motivation pour travailler sur ce sujet, c'était toujours au moment où effectivement il y avait ce virage qui commençait à s'opérer de façon de plus en plus nette vers la végétalisation de l'alimentation. Et c'est vrai que je pense que ce soit au niveau industriel ou au niveau académique, pas mal de gens se sont dit peut-être que finalement un intermédiaire entre un remplacement total, aller sur des produits qui sont complètement véganes, et le substitut et donc le produit de référence de base d'origine animale, peut-être qu'il y a un intermédiaire qui serait un produit avec des protéines animales et des protéines végétales. Et donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler sur ce projet-là. Alors, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. À peu près d'ailleurs, à la même époque, il y avait des gens qui s'y étaient intéressés pour des applications dans des gels, pour étudier l'effet sur la solubilité des protéines. Et donc, nous, c'est vrai qu'on s'était, avec notre expertise sur les émulsions, on s'était intéressé à l'effet de combiner ces deux types de protéines ensemble pour fabriquer une émulsion. Et donc, on avait vu différentes choses qui étaient assez intéressantes. On avait vu déjà que l'effet synergique que vous évoquez, il était surtout présent lorsqu'on avait des protéines, lorsqu'on combinait des protéines, en l'occurrence c'était des protéines de pois, avec des protéines de lactosérum, c'est-à-dire c'est des protéines laitières mais qui sont plutôt globulaires. Quand on travaillait avec des caséines, qui sont des protéines très flexibles, on avait beaucoup moins cet effet de stabilisation synergique de l'émulsion. Et donc on a attribué ça au fait que quand on avait à la fois des protéines de pois plutôt solubles et en mélange avec des protéines de lactosérum, on avait une cohabitation à l'interface des deux types de protéines, donc qui formait un film assez homogène et qui aidait justement les gouttelettes à résister à
déstabilisation physique dont on parlait tout à l'heure. Et on avait vu aussi, à peu près à la même période, que si on avait des molécules sensibles dans la phase huile, donc par exemple du lycopène, qui est un pigment qu'on trouve un pigment très hydrophobe, donc qui va plutôt être soluble dans l'huile, qu'on trouve dans les tomates par exemple, et ben ce pigment était aussi mieux protégé contre la dégradation chimique lorsqu'on avait cette couche mixte de protéines que lorsqu'on utilisait seulement l'une ou seulement l'autre des protéines. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on avait vu. Et comme je le disais, dans le même temps, il y a aussi pas mal de collègues qui ont travaillé sur d'autres aspects des mélanges de protéines laitières et végétales et qui ont vu des effets intéressants, notamment sur la solubilité des protéines végétales qui peut être facilitée en mélange avec certaines protéines laitières, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que la solubilité puisse être facilitée par la présence d'autres protéines ? Alors, dans le cas des protéines végétales, qui sont plutôt peu... Alors, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais les protéines de légumineuses, par exemple, donc les protéines que l'on retrouve dans les ingrédients issus de légumineuses, ce sont surtout des protéines, ce qu'on appelle de réserve. Donc, c'est les protéines qui vont constituer une réserve d'énergie dans la graine. Et donc, c'est vrai que ces protéines, elles n'ont absolument pas à viser d'être bien solubles dans les milieux aqueux. Physiologiquement, ça n'a pas d'intérêt pour la graine que ce soit le cas. Et ça, c'est complètement en opposition, par exemple, avec les protéines laitières, où là, pour des raisons physiologiques, de digestibilité, c'est important que ces protéines puissent être solubles ou dispersibles, en tout cas en milieu aqueux. Et donc, ça veut dire que quand on essaie de les disperser dans l'eau, souvent on forme des petits agrégats de protéines, mais qui ne vont pas forcément bien se disperser et former vraiment pouvoir être solubilisés en milieu aqueux. Et donc, ce que des collègues avaient vu, c'est qu'effectivement, de mélanger ces protéines végétales globulaires avec des protéines laitières, ça améliorait leur solubilité parce qu'il y avait des interactions qui s'établissaient entre les deux types de protéines. D'accord. Il y a vraiment des interactions qui s'établissent. Oui, c'est ce qu'ils avaient montré avec des caséines notamment. Oui. Et vous avez évoqué dans votre réponse la stabilisation d'émulsions par des particules, donc de grosses particules qui pourraient aboutir à des émulsions de Pickering, comme elles sont appelées. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ? C'est quoi une émulsion de Pickering ? Alors, les émulsions de Pickering, ce sont des émulsions qui sont stabilisées cette fois non pas par des émulsifiants tels qu'on les a décrits tout à l'heure, des émulsifiants moléculaires, on va dire, une molécule de protéine ou une molécule de tensioactif, mais par une particule solide. Tout à l'heure, on parlait, vous m'avez demandé si on pouvait voir cette interface, à quoi elle ressemblerait. Et puis, donc, on a parlé de molécules de protéines qui pourraient s'y positionner, de molécules de tensioactifs. Donc là, on est vraiment sur des échelles de taille de quelques nanomètres. Si on est sur une grosse protéine globulaire, c'est entre 5 et 10 nanomètres. Là, si on est sur des particules solides, on change complètement d'échelle, puisqu'on va être sur des particules beaucoup plus grosses. Et là, le mécanisme de stabilisation, il est différent, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ces émulsifiants classiques, moléculaires, les protéines, les tensioactifs, comment ils stabilisent l'émulsion ? Finalement, en se positionnant à l'interface, ils diminuent la tension interfaciale entre l'huile et l'eau, puisqu'ils enlèvent une partie des interactions défavorables entre les molécules d'huile et les molécules d'eau. Les particules, elles agissent de façon différente parce qu'elles viennent carrément se coller, on pourrait dire, à l'interface, s'absorber. Alors, ça nécessite de l'énergie pour les y amener parce que elles sont nettement plus grosses. Mais par contre, une fois qu'elles y sont, alors il s'agit bien sûr de particules, je ne l'ai pas précisé, mais qui doivent avoir de l'affinité pour l'huile et de l'affinité pour l'eau. Si elles n'ont que de l'affinité pour l'eau ou que pour l'huile, ça ne marche pas. Il faut vraiment des particules qui puissent se positionner à l'interface. Et ce faisant, elles vont finalement supprimer une partie de la surface défavorable au niveau thermodynamique entre les molécules d'huile et les molécules d'eau. Et donc, certaines personnes disent qu'elles s'y ancrent et que cet ancrage est effectivement très très fort et qu'une fois qu'elles y sont, c'est difficile de les en enlever. Ce qui fait qu'on a vraiment une stabilisation qui est excellente du fait de cet ancrage très, très quasiment irréversible. Et du coup, lorsqu'elles s'ancrent ainsi à l'interface, est-ce qu'il y a un abaissement de la tension interfaciale ? Il n'y a pas d'abaissement de la tension interfaciale entre l'huile et l'eau, c'est juste que l'huile et l'eau ne sont plus directement en contact. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ces particules aient cette capacité à s'ancrer ? Est-ce que c'est leur taille, leur forme ?
une charge particulière, je ne sais pas, une composition particulière? Alors souvent, c'est effectivement, c'est lié à leurs propriétés de surface. Comme on le disait, il faut qu'elles, si elles ont une surface qui est complètement hydrophile, là, elles seront bien dispersibles dans l'eau, mais elles n'auront aucune propension à aller à l'interface. De la même façon, si elles ont une surface qui est complètement hydrophobe, elles resteront dans l'huile. En revanche, si elles ont une surface qui fait en sorte que leur positionnement, on va dire, idéal, va être quelque part entre l'huile et l'eau, parce que leur hydrophilicité, hydrophobicité de surface est intermédiaire, et là, on va pouvoir avoir un positionnement qui va être à l'interface. Donc, c'est vraiment on peut dire que c'est donc lié à leur composition chimique, et notamment la composition de leur surface, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez parlé de la taille des particules. Ça, c'est aussi un élément important parce que plus la particule est grosse et plus il va falloir d'énergie mécanique. Donc, par exemple, lors de la formulation, une homogénéisation avec une énergie mécanique qui va pouvoir amener par convection les particules à l'interface et les y ancrer en brisant en quelque sorte cette interface pour qu'elle puisse venir s'y ancrer. Mais par contre, plus la particule sera grosse et plus l'énergie pour l'enlever ensuite de l'interface une fois qu'elle y est importante aussi. Donc, c'est souvent quelque chose qui est décrit dans les articles qui expliquent un petit peu le fonctionnement, qu'on a une énergie de désorption, donc pour retirer la particule de l'interface, qui augmente d'autant plus que la particule a une taille importante. Et puisque ce sont des particules qui vont avoir cette propriété amphiphile, à la fois hydrophile et hydrophobe, est-ce que les protéines peuvent jouer ce rôle de particules? Alors ça, c'est vraiment une question très intéressante qui, je pense qu'il fait encore débat d'ailleurs dans notre domaine. Effectivement, les protéines végétales, ce qu'elles ont comme caractéristique, c'est que souvent, même quand on les met donc en suspension aqueuse et puis ensuite qu'on va, par exemple, en vue de fabriquer ensuite une émulsion, elles ne vont pas être sous forme de monomère. C'est pas juste une molécule de protéines qui va être dispersée dans la phase aqueuse, mais souvent on est plus sous des formes agrégées. Donc ça forme des petits amas, on pourrait dire, de protéines. Alors certains existent déjà dans la graine, mais d'autres peuvent avoir été formés au cours du process ou parce que les protéines sont encore attachées à d'autres structures qui étaient présentes dans la graine. Mais toujours est-il que ça forme ces agrégats, donc des sortes de petits amas. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme des particules de Pickering ? Certains disent que oui, et ça avait d'ailleurs été proposé assez tôt que finalement, en fin de compte, quand on utilisait certaines protéines végétales pour fabriquer une émulsion, on faisait une émulsion de Pickering, tout simplement. Alors après, c'est vrai que la frontière peut être un peu floue parce que Pickering, en fait, c'est le nom d'un des premiers chercheurs à avoir décrit ce type de système et il l'avait fait avec des particules inorganiques, complètement solides, complètement sphériques. Donc voilà, complètement calibré, un système extrêmement modèle et bien compris. Quand on est sur un agrégat de protéines, alors certes, on a des similitudes parce que voilà, au niveau de la taille, on est déjà sur des particules qui sont bien plus grosses que juste une molécule de protéines. On est sur une particule qui peut effectivement être considérée comme solide, mais qui peut aussi être déformable. Donc c'est vrai que là, la frontière est un peu plus floue. On a, je pense, une sorte de zone grise entre les systèmes où on a vraiment des particules modèles, où là, on peut se dire, effectivement, là, on coche en tout point la description d'une émulsion stabilisée par des particules telles qu'elle avait été décrite par Ramsden et Pickering au début du XXe siècle, et finalement un système qui correspond plus à une émulsion avec des émulsifiants classiques. Très bien. En soi, je pense que c'est important de mettre les bons termes sur les bons mécanismes, mais finalement, même si le mécanisme est différent et que les propriétés de stabilisation sont bonnes, voilà, ça n'enlève rien aux particules. Mais par contre, ça c'est aussi un avis personnel, mais auquel je tiens. C'est important par contre d'utiliser la bonne terminologie. Et je me dis, au final, vous vous êtes intéressé énormément aux effets oxydatifs et du coup tout ce qui se passe dans notre tractus digestif, quelle est la vie en fait d'une émulsion. Donc je sais que vous vous êtes intéressé à ces aspects-là. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait sur ça et du coup l'importance de la stabilité d'une émulsion pour qu'elle vive bien. Voilà. Oui, c'est effectivement un bon point parce que jusqu'ici, on a beaucoup parlé stabilité physique, donc les gouttelettes et comment faire pour éviter que l'huile et l'eau ne se séparent. Hein. Mais il y a d'autres types de stabilisation qui sont importantes et qui sont importants lorsqu'on travaille avec des émulsions. Et vous l'avez mentionné, il y a la stabilité oxydative qui est aussi quelque chose de très important. On n'a pas trop jusqu'ici évoqué finalement l'importance de l'huile et de sa composition dans une émulsion, mais c'est
c'est très important. Les huiles alimentaires, il y en a diverses sortes, donc des huiles végétales, il y a des matières grasses aussi d'origine animale, comme la matière grasse laitière, etc. Mais même dans les huiles végétales, il y a une très très grande diversité d'huiles, que je suppose, tout le monde va avoir en tête l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de tournesol, etc. Et en fait, ces huiles, elles ont toutes une composition en acides gras qui est différente. Et notamment, ce qui est important, c'est que certaines vont avoir des acides gras insaturés, voire polyinsaturés. On en entend parler parce que je pense qu'il y a eu quand même de la communication qui a été faite sur l'importance du profil nutritionnel des huiles, le fait qu'il y ait des bons lipides et des moins bons lipides, et que dans ces bons lipides, il y avait notamment les acides gras polyinsaturés. Et à cela, j'ajouterais qu'en fait, ce qui est important, en tout cas dans les régimes occidentaux, c'est le ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Il faudrait en fait qu'on consomme plus d'oméga 3 dans les régimes occidentaux. Et donc, il y a certaines huiles qui contiennent des proportions importantes, voire très importantes d'acides gras polyinsaturés oméga 3. C'est le cas de l'huile de noix, de l'huile de chanvre, de l'huile de colza qui en contient aussi dans une certaine mesure. Et par contre, effectivement, quand on entend ça, on aurait tendance à se dire pourquoi on ne les utilise pas à toutes les sauces, entre guillemets. Et ce qui est un élément bloquant pour leur utilisation, c'est le fait que ces lipides polyinsaturés sont très sensibles à l'oxydation. Et donc l'oxydation, c'est une réaction chimique qui va dégrader la qualité de ces lipides. Alors, dégrader leur qualité, d'une part parce que le lipide de base, donc qui a des effets santé, des effets nutritionnels positifs, est dégradé, mais surtout, le problème, et notamment au niveau industriel, c'est un gros problème, c'est le fait que quand un lipide polyinsaturé est oxydé, ça va créer des défauts sensoriels dans l'huile. Certains parlent de rancissement des lipides, et donc on a vraiment des défauts sensoriels très marqués et qu'on peut percevoir à un seuil très très faible, avec des mauvaises odeurs, des défauts de goût. Et donc ça, c'est un vrai point bloquant, un vrai verrou pour utiliser davantage de lipides polyinsaturés, notamment oméga 3, dans les applications alimentaires. Et donc le rapport avec les émulsions, l'interface, la formulation, c'est qu'aujourd'hui, on sait bien que la sensibilité de l'huile, donc qui est dans nos gouttelettes, si on a une émulsion huile d'en haut, à l'oxydation, elle dépend complètement de la composition du système et aussi de cette couche interfaciale qui entoure les gouttelettes. Donc ça, c'est vrai que ça fait aussi partie des choses qui m'ont suivi quasiment toute ma carrière jusqu'à présent, que d'essayer de comprendre ce que les paramètres importants des émulsions qui vont moduler cette sensibilité des lipides dans les gouttelettes à l'oxydation. Après, moi, je me demandais, en fait, quand on formule une émulsion stabilisée par quel que soit le système, comment résiste-t-elle dans notre tractus? Est-ce qu'elle reste stable dans notre estomac, ou pas du tout? Alors, ce qui arrive à une émulsion lorsqu'on l'ingère, non. Alors, elle va se déstabiliser, ça c'est sûr, et il va se passer différentes choses. Déjà, rien que dans la bouche, on peut avoir alors, ça dépend un petit peu aussi de la texture de l'émulsion, selon si on va la mâcher, par exemple, ou si c'est un produit liquide, par exemple, ou juste l'avaler, là, il y aura moins d'interaction, bien entendu. Mais on peut déjà on va pouvoir avoir déjà de la coalescence ou même de l'inversion de phase au niveau oral. Et ensuite, ce qui se passe dans l'estomac, c'est que là, on a une diminution du pH qui est assez marquée. Et donc là, selon le pH initial de l'émulsion, certaines émulsions vont avoir plutôt un pH neutre, comme par exemple le lait, ça a plutôt un pH neutre, les substituts laitiers non fermentés, c'est le cas également. Par contre, on a d'autres émulsions comme la mayonnaise qui, là, vont avoir un pH plutôt acide. Mais toujours est-il que donc, lorsque l'émulsion va arriver dans l'estomac, elle est soumise à ce changement de pH, le cas échéant, qui est assez drastique. Et puis, là, on a aussi toutes les enzymes de la digestion qui vont commencer à agir. Donc, si c'est une émulsion dont les gouttelettes sont couvertes par des protéines, là, on a des enzymes protéolytiques qui sont présentes dans l'estomac et qui vont commencer donc à découper, à hydrolyser les protéines, y compris celles qui stabilisent les gouttelettes. Donc, c'est vrai que dans le cas des émulsions laitières, il avait été bien décrit que là, les gouttelettes commencent vraiment à se déstabiliser. Et puis ensuite, lorsque l'émulsion poursuit son trajet dans le tractus gastro-intestinal, on va aussi avoir une hydrolyse des lipides qui est faite par des lipases. Donc ça commence dès l'estomac, mais ça se poursuit beaucoup quand même au niveau de l'intestin. Et donc c'est vrai que quand on s'intéresse au devenir d'une émulsion au cours de la digestion, il y a plusieurs aspects à prendre en compte parce que finalement, il y a le devenir des lipides. Effectivement, on parlait d'avoir des acides gras qui sont bons pour la santé
Encore faut-il qu'il soit bioaccessible puis biodisponible. Mais on a aussi le devenir digestif de tous les autres composants de l'émulsion, les protéines, et puis on peut avoir même d'autres composés après qui vont aussi, qu'on va pouvoir regarder. Donc voilà, ça c'est une question de perspective, mais c'est vrai qu'il est potentiellement, on sait qu'il va y avoir plusieurs composés de l'émulsion qui vont être intéressants à suivre au cours de la digestion. Donc, je sais que la vulgarisation et la transmission sont importants pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Est-ce que vous avez une âme d'enseignant? C'est vrai que déjà, alors à la fois pendant mon premier postdoc aux États-Unis, j'avais eu l'occasion de faire de l'enseignement au niveau bachelor. Et puis ensuite, quand j'étais les 6 ans où je suis restée aux Pays-Bas, là, j'ai eu aussi une activité d'enseignement qui faisait partie intégrante de mon travail, qui était assez soutenue. Et puis là encore aujourd'hui, je fais moins d'enseignement dans le supérieur, même si j'en fais toujours. J'ai gardé toujours une activité d'enseignement. Et puis il y a aussi tout le côté formation de stagiaires, de doctorants qui sont de jeunes chercheurs qui sont dans l'équipe. Ça, c'est un aspect de mon travail qui me motive énormément, ça c'est sûr. Et c'est vrai que plus récemment aussi, j'ai eu l'occasion de proposer des séances, par exemple, de microscopie à des enfants à l'école primaire, donc du CE1 au CM2. Et je pense que c'est alors évidemment, il y a une simplification nécessaire dans le discours, mais par contre, je pense que c'est vraiment un âge aussi où on peut où ils sont encore vraiment dans l'émerveillement quand ils découvrent quelque chose, dans la curiosité. Et ça, c'est vrai que c'est très motivant aussi d'essayer de leur expliquer les choses et puis de trouver les bons mots pour les intéresser et d'essayer de susciter l'émerveillement devant une belle image de microscopie. Et je sais aussi, Claire, que durant votre carrière, vous avez eu plusieurs prix. Et je voulais juste avoir votre avis sur l'impact de ces prix et sur votre carrière et sur votre façon de travailler. Est-ce que ça vous a impacté? Alors, je pense que le fait effectivement d'avoir eu ces prix, alors d'une part, ça donne quand même de la visibilité, c'est vrai. Donc quelque part, on fait un travail où le réseau c'est extrêmement important. Et c'est vrai que notamment quand je suis revenue des Pays-Bas, j'avais un réseau qui était très développé au niveau international et notamment européen. Et finalement, en France aussi, bien sûr, j'avais gardé contact avec mes anciens collègues, mais je pense que j'ai beaucoup depuis que je suis revenue en France et peut-être aussi notamment grâce en tout cas à cette mise en lumière quelque part, ça m'a aidé à vraiment aussi travailler beaucoup sur mon réseau au niveau français, et ce qui est vraiment super. Sur ma façon de travailler au quotidien, je pense pas. Après, quelque part, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, la recherche s'est faite de remise en question. Il y a 10 ans, je commençais à travailler sur les protéines végétales d'une façon qui n'a plus rien à voir avec avec la façon dont j'aborde le sujet aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la remise en question, elle est constante. Le questionnement sur ce qu'on fait, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est pertinent, est-ce que il faut développer une vision, est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'elle est pertinente. Et c'est vrai que ça a un côté rassurant dans ses choix en tout cas. Oui, je n'en doute pas, hein. Je suis sûre effectivement que ça vous a aidé notamment à développer un network qui est important, ce qui est clé. Et justement, en parlant de collaboration, comment vous êtes joignable? Comment les gens peuvent vous contacter pour travailler avec vous, pour une collaboration quelconque? Comment ça marche? Alors, c'est vrai que j'ai un réseau qui est quand même déjà assez étendu. Je pense aussi du fait que j'ai travaillé à plusieurs endroits, dont que ce soit INRAE ou l'université de Wageningen dans le domaine des sciences de l'aliment, c'est quand même des instituts ou des organisations qui de base sont déjà assez visibles, donc ça aide, on va dire, aussi pour la visibilité. J'ai aussi alors c'est vrai qu'après au niveau français, je suis beaucoup impliquée dans la Société française pour l'étude des lipides, la SFEL, donc qui là aussi on a beaucoup d'adhérents académiques et du privé, donc là aussi ça fait partie des points clés un petit peu pour mon réseau. C'est vrai que je pense donc de fait, j'ai souvent des sollicitations par les gens que je connais directement ou de près ou de loin.
Quand il y a des appels à projets, des gens qui justement cherchent une spécialiste sur les émulsions, oui, ça peut arriver qu'on me contacte. Donc c'est surtout comme ça, via le réseau directement ou indirectement, je dirais. Et puis après, c'est arrivé aussi que j'ai des sollicitations via ma page internet sur le site de mon unité INRAE. Donc oui, c'est... Oui. Vous faites partie de différents projets en collaboration, soit financés par l'ANR ou par d'autres biais. J'ai vu notamment le projet Let's Proceed et un autre dont j'ai noté le nom. Oui, M2 Prolive, je pense. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi les objectifs de ces projets-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est 2 projets qui, il y a quelques années, donc dans le cadre de l'initiative qui s'appelle France 2030, il y a eu des appels à projets justement pour, dans le cadre de la végétalisation de l'alimentation et du développement des protéines alternatives pour l'alimentation. Des appels à projets avec des budgets assez conséquents, dont le but était de réunir des consortia avec des partenaires privés et publics couvrant plusieurs parties d'une filière, de la filière au sens large. Et donc, il y avait 2 volets, et donc il y a eu 2 vagues d'appels à projets. Donc, il y avait un premier volet vraiment sur les protéines de légumineuses et un deuxième volet sur les protéines issues de coproduits. Et donc, Let's Proceed, c'est un projet qui s'est monté dans le cadre du premier volet. Donc là, l'objectif du projet Let's Proceed, c'est de réunir des acteurs de la filière depuis les aspects agronomiques, sélection variétale, jusqu'aux industriels utilisateurs des ingrédients protéiques concernés pour faciliter la transition vers ces protéines de légumineuses, donc avec un focus sur les protéines de févrole notamment. Il y a d'autres protéines de légumineuses qui sont aussi considérées dans le projet, mais le focus, il est vraiment sur les protéines de févrole. Ce que je trouve passionnant dans ce projet, c'est que c'est le premier projet où j'ai eu l'occasion d'être en contact avec des gens qui travaillent sur l'agronomie, sur la sélection variétale, qui sont capables, donc du coup, ce qui est super intéressant dans le projet, c'est qu'on a pu être fournis avec des lots de graines provenant de variétés bien définies, avec des caractéristiques elles-mêmes bien définies. Et donc ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce dont on discutait plutôt au début de l'entretien sur, finalement, oui, j'ai un ingrédient protéique, mais il contient plein d'autres choses que des protéines. D'où viennent ces éléments non protéiques dans l'ingrédient? Est-ce que tout se joue au niveau de la graine ou est-ce que c'est le procédé qui est le plus important? Ça, c'est vraiment avoir accès comme ça à des variétés différentes de façon bien spécifique. C'est clé pour répondre à ce genre de questions. Et donc ça, je suis vraiment très, très contente de pouvoir être impliquée dans ce projet. Donc nous, on intervient plus au niveau de caractériser justement la présence de ces composés non protéiques, notamment les lipides dans les ingrédients qui proviennent de différentes graines et comprendre ces lipides, quel impact ils vont avoir sur les fonctionnalités et les qualités de l'ingrédient. Et donc, l'autre projet que vous évoquez, M2 Prolive, donc lui, en fait, il s'est inscrit dans la partie de l'appel à projet qui concerne les protéines issues de coproduits. Et là, ce qui a été fait dans ce projet, le parti pris, ça a été de dire, pourquoi on ne s'intéresserait pas aux protéines issues de tourteaux oléagineux, notamment qui proviennent de sources riches en oméga 3. Donc voilà, tout se reboucle. Donc c'est vrai qu'avec le coordinateur qui travaille au CIRAD à Montpellier, on avait beaucoup discuté de comment on pourrait positionner, quelles hypothèses de recherche on pourrait mettre derrière un tel projet. Et on s'est dit, si on a des tourteaux issus de... Donc le tourteau, c'est donc le résidu d'extraction de lipides, d'huile, issus de sources qui contiennent beaucoup de ces lipides très insaturés. On peut faire l'hypothèse que la plante ou la matière première aura récupéré des antioxydants endogènes, comme un arsenal pour protéger justement ces lipides quand ils sont encore présents dans la matière première. Et donc, si on arrive en même temps à récupérer une fraction protéique qui en plus contient toutes ces molécules bioactives qui peuvent aussi avoir un intérêt pour la santé et pour les fonctionnalités de l'ingrédient, ça serait vraiment un plus. Et donc, c'est sur ça qu'on essaie de travailler. Donc là, l'idée du projet, c'est là encore de partir vraiment de l'amont avec des gens qui vont pouvoir des partenaires qui vont pouvoir produire des tourteaux, donc par exemple de noix ou de chanvre, et ensuite des partenaires qui vont savoir comment fractionner ces matières premières pour en obtenir des ingrédients protéiques, et puis jusqu'à l'utilisation et jusqu'à ce qui se passe au cours de la digestion. Et donc nous, on intervient plus sur ces parties-là. Super intéressant. Hâte de voir les résultats de tout ça.
Eh bien, écoutez Claire, merci pour cet échange. On arrive à la fin de l'échange. On arrive vers ce que j'appelle mes Fast Five. Donc, 5 questions avec des réponses rapides, réponses courtes. Donc, si vous êtes prête, on peut y aller. Allez, allons-y. Quel est l'ingrédient végétal qui est le mieux réagi dans tout ce que vous avez étudié? Donc, c'est au niveau recherche ou quelque chose que j'ai goûté? Au niveau recherche. Au niveau recherche, là, j'aurais tendance à dire que on a quand même dans mon groupe développé un intérêt plus marqué pour les concentrés de protéines obtenus en voie sèche, parce que on plein de qualités et au niveau de leur qualité, de leur statut chimique, on voit qu'ils sont quand même mieux préservés que d'autres ingrédients produits par voie humide, par exemple. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait une croyance sur les protéines végétales que vous aimeriez déconstruire? Je dirais à la limite que peut-être la croyance tout simplement que les protéines végétales sont pas fonctionnelles ou moins fonctionnelles que les protéines laitières. Elles ont juste une fonctionnalité qui est différente. Donc, les approcher de façon différente et trouver ce qu'elles peuvent bien faire plutôt que de s'obstiner à leur faire ce que font les protéines laitières, peut-être que ça peut être une voie. Ouais. Quel expert vous aimeriez entendre sur mon podcast? Plusieurs. Alors, il y a quelqu'un qui est de formation agronome et qui a ensuite énormément travaillé sur le lien entre agronomie, alimentation, santé humaine et santé de l'environnement, qui est directeur de recherche INRAE, c'est Michel Duru, que j'ai eu le plaisir d'écouter à plusieurs reprises et qui est vraiment un intervenant fascinant. Et puis, j'ai aussi une des collègues de mon équipe, Adeline Boire, qui est biochimiste des protéines et qui a des connaissances aussi incroyables et fascinantes sur la biochimie des protéines. Sur ma liste, Ah. Mais je ne connais pas l'autre, effectivement. Je vais m'y intéresser pour me rapprocher de lui, du coup. Ensuite, est-ce que vous auriez une recommandation d'un livre, d'une publication liée aux protéines qui vous a marqué, ou peut-être plusieurs, et qu'on pourrait partager avec l'audience pour en apprendre un peu plus sur les protéines en général? Alors, si c'est pour en apprendre un peu plus sur les protéines en général, il y a un ouvrage que j'ai trouvé très bien fait, qui est paru récemment, je pense il y a 1 ou 2 ans maximum, qui a été coordonné par Stacy Payette de l'université de Wageningen, qui s'appelle Our Future Proteins. Et ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il y a, les chapitres ont été principalement rédigés par des acteurs académiques, mais aussi ils ont fait des petits interviews d'industriels sur différents sujets liés aux protéines alternatives. Et donc, je trouve que la croisée des perspectives est très intéressante. C'est intéressant. Je rajouterai le lien du coup. Et pour finir ces questions courtes, est-ce que vous auriez un conseil pour un jeune chercheur qui aimerait se tourner vers les protéines? Vers les protéines végétales? Par exemple. Je pense que tout simplement, si il y a 10 ans, quelqu'un avait eu un bon conseil à me donner, ça aurait été de ne pas focaliser que sur la partie protéine d'un ingrédient protéique, mais peut-être même de commencer par caractériser tout ce qui est non protéique dans l'ingrédient. Et donc, sans hésiter, c'est un conseil que je donne alors sur le podcast, mais je le donne aussi dans la vie de tous les jours aux gens avec qui j'ai l'occasion de discuter. Super pertinent, effectivement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange vraiment passionnant. Merci Salia. J'aimerais juste vous donner la parole comme un dernier mot de la fin. Et c'est une question un peu plus personnelle, je dirais, et plus généraliste pour nous ramener dans le domaine de la science. Est-ce que vous auriez une anecdote, quelque chose qui vous a marqué en science et qui vous a conforté dans le fait que vous êtes faite pour ça, pour la science, que ce soit durant vos études, durant vos travaux? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait marqué? Alors, je réfléchis en même temps à votre question. Je ne sais pas si on peut je sais pas à quel moment on peut être sûr qu'on est fait pour la science. Bon, je pense que ce qui est quelque part, on peut en être le fait qu'on se sente bien à son travail, qu'on vienne avec la motivation de se lever le matin, c'est super important. Après, c'est drôle que vous posiez la question parce que très récemment, j'ai lu un article qui pourtant date c'est plus un éditorial qui date de quelques années, qui expliquait en fait que quand on est scientifique, on doit être prêt à se sentir stupide à longueur de temps parce qu'en fait, on se rend compte qu'on passe son temps à ne pas savoir les choses et à essayer de les savoir. Donc,
Ouais, alors je ne sais pas si ça compte vraiment comme une anecdote, mais en tout cas, peut-être ce message voilà, du droit à l'erreur, de reconnaître l'erreur, de l'utiliser même parfois et voilà, juste dire que des fois on ne sait pas et que c'est ça qui nous fait progresser. Ça peut aussi peut-être être un bon mot de la fin. Eh bien, on restera sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Claire. Merci Salia.